À vous tous, Jambo. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution russe de cesser le feu à Gaza a été bloquée. Pour faire bref, au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, il y a 15 membres ayant chacun une voix. Et parmi eux, il y a 5 membres permanents. La Russie, la Chine, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, considérés comme des États vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Ces 5 membres permanents ont chacun un droit de veto. Et puis, il y a les 10 autres membres du Conseil de sécurité qui sont élus par l'Assemblée générale pour un mandat de 2 ans. La présidence du Conseil de sécurité est assurée alternativement par chacun de 15 membres du Conseil de sécurité. Chaque État préside à tour de rôle pour un mandat de 1 mois. Ils se succèdent suivant l'ordre alphabétique anglais des noms des États membres. La résolution portée par l'ambassadeur russe Vassili Nebenzia était axée principalement sur 3 points. Premièrement, un cessez-le-feu humanitaire. Deuxièmement, la libération de tous les otages. Et troisièmement, l'accès à la sécurité de tous les civils. Ont voté contre les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et le Japon. Ont voté pour la Chine, les Émirats arabes unis, le Gabon, le Mozambique et bien sûr la Russie. Se sont abstenus l'Albanie, le Brésil, l'Équateur, le Ghana, Malte et la Suisse. Pour qu'une résolution onusienne soit adoptée, il faut qu'elle recueille 9 votes favorables et aucun veto de l'un des 5 membres permanents. L'abstention d'un membre permanent ne fait pas obstacle à l'adoption d'une résolution car ce n'est pas un vote négatif et ce n'est donc pas considéré comme un veto. Pour y revenir à la proposition russe qui a été rejetée, nous constatons malheureusement que tout en appelant à un cessez-le-feu à la bande de Gaza, les Nations Unies ont rejeté la proposition de cessez-le-feu et ce suite à une procédure antidémocratique. Les sensibilités des Russes et des Américains étaient en jeu. Le diplomate russe déclare ceci: aujourd'hui, le monde entier attendait avec impatience que le Conseil de sécurité prenne des mesures pour mettre fin à l'effusion de sang, mais les délégations des pays occidentaux ont essentiellement piétiné ces attentes. Ce à quoi le diplomate américain rétorque: la Russie couvre un groupe terroriste qui brutalise des civils innocents. Pour les Américains, le blocage est dû au fait que le texte russe n'a pas spécifiquement condamné le Hamas. Nous sommes aujourd'hui à un bilan de plus de 1400 personnes tuées du côté israélien ainsi que des dizaines de personnes d'autres prises en otage et plus de 3000 personnes tuées du côté palestinien, plus de 10 000 blessés et plus d'1 million de déplacés. La quasi-totalité des victimes de part et d'autre sont des civils, dont plusieurs jeunes et enfants. Sur les sites d'actualité de l'ONU, nous pouvons lire ceci: le texte condamnait la violence contre les civils et tous les actes de terrorisme, mais ne nommait pas le Hamas. Nous voyons ainsi pourquoi une résolution importante a été bloquée, pour la raison de nommer ou pas le Hamas. Ainsi, les bombardements massifs, y compris sur les hôpitaux, et ce au mépris de toutes les règles internationales, peuvent se poursuivre par l'armée israélienne, ainsi que le tir des mortiers du Hamas, qui continue de faire des victimes civiles innocentes du côté israélien.
Les États-Unis soutiennent Israël et Joe Biden s'est rendu sur place pour une visite dite de solidarité, même s'il voulait aussi débloquer l'aide humanitaire vers Gaza. Et il en va de même pour la quasi-totalité des pays occidentaux. En France, par exemple, malgré l'interdiction de manifester en solidarité envers la Palestine et une menace de verbalisation et d'amende, il y a tout de même des centaines de personnes qui passent outre cette interdiction et manifestent. Nous savons que Emmanuel Macron également soutient Israël. La position de Vladimir Poutine, par contre, est qu'on doit discuter avec tout le monde pour éviter un embrasement de la région. Il suit ainsi une approche équilibrée. Le 16 octobre dernier, il s'est entretenu avec, entre autres, Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, Ebrahim Raïssi, président de la République islamique d'Iran, Bachar al-Assad, président de la Syrie, Abdel Fattah al-Sisi, président d'Égypte, le roi Abdallah de la Jordanie et Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne. Le 14 octobre dernier, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, s'est entretenu à Doha avec le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh. Il a également rencontré le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et suite à cette rencontre, il a déclaré ceci: toutes les options et tous les scénarios possibles existent pour le Hezbollah. Toute mesure préventive est possible dans les prochaines heures. Et il a ajouté que les dirigeants de la résistance, c'est-à-dire le Hezbollah, étaient tous d'avis qu'ils donneraient une chance à une solution politique si une solution était trouvée. Quant au président iranien Ebrahim Raïssi, il a déclaré que le temps était compté pour parvenir à une solution politique. Le président turc Erdogan a déclaré ceci: j'appelle toute l'humanité à agir pour mettre fin à cette brutalité sans précédent dans la bande de Gaza, sinon nous le ferons. À notre humble avis, comme l'ONU a encore échoué, il est temps de trouver une solution politique et cela passe par un dialogue avec tous les belligérants de la région dans le but d'éviter un embrasement. L'urgence s'impose aussi pour la réforme de l'ONU. Je reviendrai, si vous le voulez bien, avec une autre vidéo pour vous expliquer la démarche à suivre afin que cette réforme soit possible en partant de l'article 108 de la Charte des Nations Unies. Malheureusement, dans ce monde, il y a des pays, des individus et des institutions que la paix dérange. On attise le feu en Ukraine et lorsqu'on constate que malgré les milliards, Zelensky est en train de s'embourber, il est en train de se noyer. On attise le feu en Arménie et en Azerbaïdjan et là on constate que ça n'intéresse pas grand monde. Tout d'un coup, c'est le chaos total au Moyen-Orient. Que dire des guerres dont personne n'en parle, comme en République démocratique du Congo, où un génocide sévit depuis presque 30 ans. Des centaines de groupes armés sévissent depuis presque 30 ans à l'est de la RDC, violant et massacrant femmes, enfants, vieillards et pillant sérieusement le pays. Nous y reviendrons dans d'autres vidéos. En conclusion, nous voulons la paix dans le monde, la paix au Sahel, que ceux qui déstabilisent la région du Sahel en armant leurs copains terroristes arrêtent. Nous voulons la paix au Moyen-Orient et cela n'est possible qu'avec la coexistence de deux États qui doivent apprendre à vivre ensemble et dans le respect de l'autre. Vous pouvez vous abonner sur mes canaux de diffusion si vous le voulez bien. Ma chaîne YouTube, mon compte Facebook, au nom d'Mpemba Julienne. Sur ce, je vous dis kwaheri, au revoir, à la prochaine.